les femmes sans-abri recherchent bâtiments sur mesure pour projets sociaux d'envergure. Voilà. Et en néerlandais aussi. Oui, en néerlandais, en anglais Ah oui. et en néerlandais. Homeless women seek custom building for large-scale social projects. Dakloze vrouwen zoeken op maat gemaakt gebouw voor grootschalige sociale projecten. Voilà. Et ça, c'est pour nous retrouver. QR code, j'adore. Tu demandais comment nous retrouver. Voilà. Vous allez. C'est notre signature. Et voilà. Donc ça, c'est la suite. Ah oui. Ok. Ah ouais. Du coup, moi, ma première question, c'est depuis quand Job Dignity existe, pour un peu présenter aux gens qui ne connaissent pas spécialement, Oui. dans quel cadre ça s'est créé. Oui. Alors, j'ai toujours un souci par rapport à la question de répondre comment Job Dignity s'est créé. Parce qu'en fait, ça s'est créé dans une perspective qui n'était pas définie dans l'espace et dans le temps, mais je vais quand même rebobiner. On est en 2023. Okay. Je vais retourner en 2007, donc flashback. Ok. Ouais. Flashback, donc 2007. Ouais. J'ouvrais un cercle littéraire avec mon mari, donc le cercle Victor Hugo, qui est situé à l'avenue Stalingrad, au numéro 106. Donc je donne le numéro pour que les gens, si jamais ils passent par là, ils puissent avoir une idée de ce qui nous a amené à créer ce projet. Donc il se fait que comment vais-je dire, la configuration, voilà, la configuration de cet espace que nous avions loué, il y avait à l'entrée un hall, et puis il y avait un second hall. Et quand j'arrivais, donc je trouvais des personnes sans abri qui occupaient le hall, donc partant, voilà, quand il faisait froid ou il pleuvait. Et moi j'étais assez stupéfaite en arrivant de trouver des personnes sans abri dans le hall. Donc c'était vraiment mon premier contact direct avec des personnes en grande précarité, ça il faut quand même le dire. Et donc je leur demandais gentiment de ne pas occuper les lieux parce que voilà, c'est pas possible. Enfin, la réaction un peu de quasi tout le monde quand on connaît pas. Puis je dis non. Mais en face de moi, j'avais des personnes qui étaient d'une grande responsabilité, compréhension. Et ils m'ont dit, ils étaient environ 7 ou 8 avec un petit chien, et ils m'ont dit non, vous inquiétez pas, c'est parce qu'il pleuvait, il faisait froid. Et donc voilà, de fil en aiguille, il faisait froid parce que c'était l'hiver, on était au mois de novembre, décembre. Et au final, comme il faisait vraiment froid, je les laissais rentrer dans le hall, plus dans le premier hall, mais dans le second hall où il faisait un peu plus chaud. Et ces gens respectaient totalement notre accord qui était de quitter très tôt le matin pour que les co-occupants du bâtiment ne soient pas, voilà, ne m'incombe pas le fait qu'il y ait des sans-abri qui occupent. Donc ça se passait très bien. Et puis, d'autres jours, bon, les liens secrets, on me demande est-ce que je peux faire une petite toilette, est-ce qu'il y a un petit café? Puis oui, bien sûr, oui, vous pouvez monter. Et en fait, le projet du cercle Victor Hugo, qui au départ était un cercle littéraire, c'est complètement... Enfin, le local a été réaffecté pour recevoir des personnes sans abri. Donc en fait, voilà, les liens se sont créés et ces personnes, bon, finalement, ils avaient accès au cercle Victor Hugo.
Ils venaient prendre un petit café, se faire un brin de toilette, se reposer. Il faut dire qu'on n'est pas loin non plus du SAMU social. Et puis il y a eu un effet comme ça de vase communicant où d'autres personnes sont arrivées. Bon, le cercle était quand même suffisamment grand et donc il recevait pas mal de personnes en journée. Et moi, je suis conceptrice de projet. Et un jour, j'ai demandé à ces personnes, je voyais beaucoup de personnes, il y avait une 50aine de personnes assises en train de se reposer et je leur ai demandé si elles comptaient rester comme ça le restant de leur vie, quoi. C'était une question qui n'est peut-être pas une question... il faut la poser peut-être avec des pincettes. Bon, moi, je l'ai posée le plus naturellement du monde en leur demandant est-ce que vous comptez rester comme ça. Il n'y a pas d'association pour vous encadrer, vous aider vers une sortie de rue. Et c'est là qu'on m'a dit, donc en 2007, que non, effectivement, il y a beaucoup d'associations, donc à l'époque, parce qu'aujourd'hui c'est différent, les choses ont changé, et en bien, je vais dire. Donc on m'a dit non, il n'y a pas d'association, il y a plutôt de l'occupationnel. Donc on prend le café à cet endroit, on lave notre linge à cet endroit, on prend une douche à cet endroit, mais des projets pour réinsérer les personnes, à cette époque-là, il n'y en avait pas. Et c'est ainsi que moi je leur ai demandé, est-ce que vous seriez intéressés de faire des formations et de trouver un travail, nous pouvons vous aider aussi à trouver un travail. Est-ce que c'est quelque chose qui vous parle? La majorité était pour, hormis les personnes âgées, qui avaient quand même certains handicaps, je dirais physiques, qui n'étaient pas intéressés par l'emploi. Mais les autres, tout le monde était intéressé, tout le monde avait envie de se réinsérer professionnellement. Mais surtout l'idée de leur octroyer des formations, c'est une idée qui est venue suite à un constat qui était donc l'ennui, parce qu'il fallait tuer le temps. Je constatais en fait que les personnes, et évidemment en discutant avec elles, il fallait tuer le temps. Il fallait, parce qu'en fait on sort des hébergements d'urgence le matin, et puis on réintègre le SAMU social, pour citer que lui, parce qu'il y en a d'autres, vers 18h. Mais qu'est-ce qu'on fait sur cette plage horaire, en fait? Et là, il y a un ennui considérable. Et donc, l'idée de placer l'emploi avant le logement, parce que c'est vrai que c'est pas très, très dans l'ordre tout ça, c'était d'abord pour venir parer à l'ennui. Essayer de remplir ce temps par quelque chose d'utile, en tous les cas par une formation en ce qui me concerne. Et comme à l'unanimité, les gens, ils étaient pour, en fait. Ils disaient oui, nous on aimerait bien faire des formations. Et donc on a commencé à faire des petites formations au sein du Cercle Victor Hugo, des petites formations, éphémères. Un jour, on fait une formation, le lendemain, on organise le nettoyage du local, le surlendemain. Et comme ça, le projet s'est construit, mais vraiment petit à petit, on y allait sans savoir où, mais on avançait doucement. Et puis bon, là, maintenant le projet, il est devenu ce qu'il est, donc depuis 2007, alors il a fallu trouver un nom à ce centre de formation, donc en commun accord, suite à plusieurs propositions, donc à l'unanimité, Job Dignity a été retenu, donc on a baptisé le projet, il fallait ouvrir le centre de formation, ça nous a pris quand même quelques années, on a mis 5 ans avant de pouvoir ouvrir ce centre de formation. Alors pourquoi 5 ans? Parce que moi je ne suis pas issue, je n'ai pas de formation sociale, associative. Donc sur cet espace-là, donc des 5 années, il a fallu moi-même que je puisse me mettre à jour, savoir qu'est-ce qui existe, pour ne pas venir empiéter sur ce qui existe déjà. C'est pas, je veux dire, d'autres personnes le font très bien, sont outillés, ce qui n'était pas mon cas. Donc c'est pour ça qu'il a fallu déjà 5 ans de formation moi-même, de comprendre qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'une association, comment ça fonctionne. Bon, donc suite à cela, donc à l'issue de cette formation, je vais dire,
le cercle Job Dignity, enfin le centre Job Dignity est né. C'était à la rue des Foulons. Donc la rue des Foulons. Tout était opérationnel, donc on avait 5 étages. Il y avait quand même un loyer de 1600 € plus les charges, donc il fallait pouvoir régler ça. Entre-temps, j'ai fait des demandes de subventions pour ne fût-ce qu'avoir donc la certitude de garder les locaux et de ne pas perdre tout le matériel et tout le travail qui avait été fait en amont. Mais je ne suis malheureusement pas parvenue à obtenir des subventions, c'est compliqué. Pour les néophytes, les gens qui connaissent l'introduction d'un dossier savent ô combien c'est compliqué, c'est difficile. Il faut quand même vraiment être professionnel de la chose. Sinon, moi je n'ai pas réussi, c'était compliqué. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai utilisé mes fonds propres pour régler le loyer. Et ensuite, je n'avais plus, j'ai épuisé mes fonds propres et puis j'ai commencé à faire des prêts pour toujours régler ce loyer qui donc était une épine en fait, il faut dire clairement c'est compliqué, mais bon voilà. Mais on ne peut pas ad vitam aeternam faire des prêts pour payer un loyer et se maintenir à flot. Donc malheureusement à un moment donné, les huissiers de justice sont arrivés, ont saisi donc tout le matériel, ont fermé le bâtiment et on s'est retrouvé à la rue en fait. Et c'est comme ça que notre rapport à l'occupation est né. C'était une alternative extraordinaire. Donc je tiens quand même à souligner que les gens qui autogèrent des bâtiments, les gestionnaires d'espaces vides, moi je les remercie quand même parce que c'est quand même grâce à eux, ils font quand même tout ce travail administratif parce qu'on n'arrive pas et on n'occupe pas un bâtiment comme ça et que ça soit pérenne, qu'on puisse y rester quelques années. Donc c'est un vrai travail administratif, donc déjà ça, et nous on peut se greffer à ces occupations-là. Donc on en a eu une quinzaine d'occupations depuis. Ah ouais. Oui, on a occupé 15 lieux différents. Bon, ici on en a sur le mur. Donc on était au cercle Victor Hugo, ça c'était pas une occupation. Mais ensuite il y avait les jardins aux fleurs, il y a eu une partie de la CSC. Qu'est-ce qu'il y avait? Le presbytère également, le centre médical à Sainte-Catherine, l'espace citoyen à Saint-Géry. On a occupé également un squat à Naissens, moi je suis en train de lire là sur le mur, les ateliers du tanneur, le tripostal où Comuna gérait les lieux, le centre laïque, le grand hospice maintenant. On est également à l'ex-Fortis Bank qui est en face du Wills, donc à Forêt. Et alors à la place Fontenas, nous avons également un local qu'on nous prête qui est donc c'est une association flamande. Et la lumière. Donc qui est la SBL bureau qui est donc à la place Fontenas. Bon, voilà, ça a été pour nous une possibilité, en tous les cas, de rester à flot, de ne pas mourir, de continuer à exister en ayant des supports solides, des espaces comme celui-ci par exemple, où on est au Grand Hospice, c'est géré par le Pali Pali. Donc ça nous a permis de ne pas baisser les bras parce que, évidemment, quand vous mettez quelques années à mettre un projet en place et qu'ensuite vous perdez l'intégralité du projet, je te vous vois en fait. Tu fais comme tu veux. Non, j'étais dans mes pensées, mais dans mes pensées lointaines. Pauvre cerveau, il doit retourner en 2007 et puis monter. Non, Cyril, je te disais que c'est une très belle alternative de pouvoir occuper des lieux. Aujourd'hui, nous sommes ici. Depuis 2007. Notre agenda actuel est un agenda qui est décisif pour l'avenir, dans la mesure où nous devons absolument, parce qu'il faut savoir que c'est comme énergivore, le fait de passer
de différentes occupations, 2-3 ans passent très vite. Donc vous avez une année pour faire voilà, les travaux, enfin une année, quelques mois. Mais en fait, on est en perpétuel travaux puisque voilà, ce sont des occupations. Donc il faut toujours installer un petit truc, on a oublié ça, donc on a besoin de ceci. Donc il faut. Donc, mais 2-3 ans passent très vite. Donc après toutes ces années, on a quand même décidé de manière collégiale qu'il fallait absolument avoir nos locaux. Pour réinstaller le projet parce que nous sommes un incubateur, parce que ça je n'ai pas dit au départ, Job Dignity est un incubateur. Donc le projet, quand il s'est développé, il a fallu lui donner, il a fallu le nommer, savoir de quoi on parle, quels sont les objectifs, avec quels moyens, avec qui. Donc tout ça, ce sont des questions auxquelles il faut une réponse, mais quand on n'est pas professionnel de la chose, tout ça prend du temps parce qu'il faut aller chercher les réponses, en tous les cas de se rapprocher au plus de l'objectif du projet pour être sûr de ne pas aller vers une direction qui ne serait pas une direction qui ne soit pas une plus-value pour le projet. Donc ici, l'idée, c'est de pouvoir réinstaller ce projet dans son ensemble. Et quand je parlais de Job Dignity, donc, qui est un incubateur pour des femmes sans abri, normalement, c'était hommes et femmes. Ça, je tiens quand même à le dire dès le début, parce qu'on me fait souvent la remarque, pourquoi uniquement les femmes? Mais en fait, le projet était destiné aux hommes et aux femmes. Il n'y avait pas un choix délibéré, que ce soit que pour les femmes. C'était vraiment pour les hommes et les femmes. Mais quand on a ouvert le centre à la rue des Foulons, et que les formations débutaient à 9h du matin, 8h30, 9h du matin, c'était les femmes sans abri qui ne voulaient pas être mélangées parce qu'elles avaient sans doute des antécédents dans d'autres locaux avec d'autres personnes sans abri. Et j'étais tributaire de cette situation-là et j'ai dû me soumettre, manquant d'effectifs moi-même, étant seule à gérer, donc c'était pas possible d'avoir des contentieux au sein des formations, donc j'ai dû faire un choix. Mais évidemment, en espérant que dans un futur proche, qu'on puisse recréer le centre avec de l'effectif et qu'on puisse réintégrer les hommes sans abri aussi. Voilà, donc moi j'ai dû faire ce choix-là, il m'a été imposé par les femmes sans abri parce qu'elles étaient violentées dans d'autres locaux ou dans d'autres endroits avec ces mêmes personnes, parce que bon, les personnes sans abri se connaissent entre elles. Hein. Donc voilà pourquoi le projet est destiné aux femmes sans abri. Mais au départ, c'est important de le souligner, c'était pour les deux, pour les hommes et les femmes. Donc le projet est né, Job Dignity est un incubateur, tout ça c'est très bien, mais pas que. Le projet s'est développé, d'autres projets connexes sur 15-16 ans, il y a quand même pas mal de choses qui se passent. Donc il y a eu des projets connexes, parmi ces projets connexes, il y a eu la banque alimentaire, donc Food Dignity, qui n'était pas nommée à l'époque Food Dignity, mais voilà, on l'a baptisée il n'y a pas si longtemps avec le Covid, mais voilà, c'est depuis cette époque-là, on avait quand même une banque alimentaire, parce qu'elle était nécessaire. Je ne dis pas que c'est une solution, mais elle était nécessaire quand des personnes viennent vous demander des produits d'hygiène ou des bandes hygiéniques. Il faut pouvoir essayer de leur apporter une petite solution de proximité. Il se fait que tout ça a grandi avec le Covid, ben, ça a pris une ampleur incroyable. Aux personnes sans abri se sont rajoutées les personnes précaires, les étudiants, enfin on s'est retrouvé vraiment avec une base de données d'environ 3000 bénéficiaires, ce qui est quand même énorme. Donc il y a donc Job Dignity et il y a un des projets connexes qui est Food Dignity. Il y a un troisième projet connexe qui est Home Dignity. Le Home Dignity, c'est donc la réinsertion au niveau du logement. On a pu comme ça accompagner plusieurs personnes avec succès et avec des échecs aussi, parce qu'il est très difficile de réintégrer, voilà, quand on est une personne sans abri, c'est compliqué quand on a vécu 20 ans en rue, c'est très compliqué de se retrouver entre quatre murs. Donc l'idée de Home Dignity, c'est de pouvoir proposer des solutions individuelles. Au niveau de la location. Tout ça est encore en gestation, mais en tous les cas, le projet il a bien avancé, mais il n'est pas encore finalisé. Il y a également Hobophobia,
ça nous retourne aussi en 2007. Les personnes qui ne connaissent pas forcément la vie des personnes sans abri peuvent avoir des fois des réactions injustes, des réactions, voilà, ce sont c'est des personnes qui ne veulent pas s'en sortir, c'est des soulards, il ne faut pas leur donner des sous parce qu'ils vont aller boire. Et tout ça, ce sont des préjugés, et réellement, ce sont des préjugés. Donc l'idée de Hobophobia, c'est une espèce d'expo itinérante, peut-être dans les écoles, des expos éphémères, mais en tous les cas de parler de cette question et de venir briser ces idées, ces préjugés qu'on a sur les personnes sans abri, qui ne veulent pas travailler, qu'ils ont choisi de vivre cette vie. Tout ça est absolument faux et injuste. Donc voilà le projet Hobophobia. Et donc il y a également le dernier projet, donc le 5e pôle, qui est Homeless TEDx, qui est calqué sur les TEDx conventionnels, qui sont des conférences donc, où on a il y a un panel avec des intervenants, un public. Mais ici, l'idée du Homeless TEDx, c'est vraiment de proposer un panel de personnes sans abri qui viennent se raconter leurs histoires, même format que TEDx, donc un quart d'heure, avec également des travailleurs sociaux, parce qu'on ne les entend pas, alors qu'ils font un travail au-delà de leurs heures, ils font un travail vraiment magistral. Donc il faut aussi avoir une tribune et permettre. Donc le Homeless TEDx, c'est vraiment un espace de débat avec un public, une interaction aussi avec le public. Et donc voilà, ce projet-là, il est finalisé. Donc voilà, ça c'est les 5 pôles en gros. L'évolution du projet par rapport à Job Dignity, on a aussi des formations. Donc il y a ici plusieurs formations. On a tout ce qui est formation technologie et outils, donc outils technologiques pour pouvoir maîtriser la chose digitale. Il y a également des formations en sérigraphie, il y a des formations numériques, des formations en assistante fleuriste, il y a également un traiteur. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Enfin, il y a énormément, il y a une quinzaine de formations. Et ça, c'est avec des particuliers du coup qui ont accepté ou... Oui, tout à fait. Donc en fait, si tu veux, quand le projet a été construit, il fallait parallèlement avoir plusieurs bases de données. Et il fallait parmi les bases de données, donc les bénéficiaires, et avoir des personnes qu'on appelle des mécénats de compétences. Donc ce sont des personnes qui sont généralement pensionnées et qui donnent de leur temps pour encadrer chacun dans son domaine de prédilection, encadrer les personnes sans abri dans leur formation. Donc ça c'est une chose. Il y a également 5 coopératives qu'on peut retrouver sur notre site internet qui est toujours fermé parce qu'on est toujours en construction. Il nous manque un peu de ciment, donc on y arrive doucement. Et puis là, il y a depuis l'arrivée du mouvement MeToo, il y a le MeToo Homeless. Qu'on voit ici derrière. Exactement, donc le MeToo Homeless, pour dire, voilà, les femmes sans abri crient aussi leur douleur, mais est-ce qu'il y a quelqu'un derrière pour les entendre? Donc c'est souvent, malheureusement, des souffrances qui sont invisibilisées. Donc tout l'objectif du MeToo Homeless, c'est un projet qui est construit avec des femmes sans abri. Donc il n'y a aucune ligne de ce projet qui a été créée ou montée de manière... C'est toujours un projet qui est en consultation avec les personnes concernées. Parce que ça ne sert à rien de faire un projet si en face, les personnes ne sont pas intéressées. Donc ici, avec la validation des femmes sans abri, qui pensent que c'est un mouvement intéressant, nécessaire, qui puisse leur donner aussi la parole et expliquer ô combien elles souffrent. Donc mettre ces questions de violence, mettre le focus sur ces questions de violence, et que ce n'est pas que le fruit d'une imagination. Non, il y a une réelle souffrance. Donc on a profité de ce mouvement. Il y a également le MeToo média, MeToo politique. Il y a eu plusieurs dérivés du coup. Et là ici... Donc voilà, ça c'est en gros le projet Job Dignity.
Voilà, si tu as des questions. Oui, ouais, j'en ai beaucoup parce que c'est pas rien, tous ces projets-là. Ma première question, tous ces projets-là qui sont géniaux, est-ce que vous êtes subsidié ou encore aujourd'hui c'est du travail bénévole majoritairement? Alors, c'est des bouts de ficelle. Nous, on n'est pas subventionné. Non, on n'est pas subventionné. Donc, on n'a pas de trésorerie. On se débrouille. Donc, voilà, on se débrouille, c'est la débrouille. C'est vraiment la débrouille. Donc, Ici, bon, moi, je remercie ici quand même le président du CPS qui a fait un super geste de nous permettre d'occuper l'espace sans... Parce qu'il y a quand même une participation aux frais. bien sûr. Et ça, on ne peut pas se le permettre, ce n'est pas possible. Donc, on n'a pas de moyens, on n'a jamais fait de levée de fonds. Mais ici, nos frais se limitent vraiment à la communication. Comme dans chaque projet, la communication, c'est vraiment on va dire le domaine, enfin le secteur qui nécessite le plus de moyens. Parce qu'il faut imprimer, il faut de l'encre, il faut développer une idée, la coucher, la mettre sur papier, enfin tout ça, ça prend du temps. Et là, effectivement, mais en tous les cas, non, on n'a pas de moyens, on n'est pas subventionné, mais on garde espoir, parce que moi, je n'ai pas fermé la porte, on garde espoir. Coucou, je passe par là, je vous fais un bisou. On garde espoir pour... Oui, c'est comme ça. Ouais, c'est génial, trop bien. Donc, au Grand Hospice, il y a les voisins, les résidents qui viennent nous faire un petit coucou. Et c'est toujours agréable. Ouais, mais ils ne sont pas censés savoir qu'on est en train Oui, de bah faire une petite une interview en fait. Donc c'est pas grave. Non. Donc ici, on n'est pas subventionné de manière structurelle, ni autre d'ailleurs. Mais voilà, on ne ferme pas la porte et on essaye quand même de... Le projet est un projet important qui vise quand même à proposer... Alors évidemment, on n'a pas l'ambition ni les possibilités de sortir tous les sans-abri de la rue, mais si on peut apporter de l'aide aux personnes les plus souffrantes, oui, pourquoi pas, c'est un projet nécessaire, c'est pas un projet pour faire genre. Donc ça fait maintenant plus de 15 ans, 16 ans qu'on développe le projet, il est complètement finalisé. Aujourd'hui, nous allons enfin, tous ensemble, c'est-à-dire les bénévoles, les bénéficiaires, commencer tout doucement à nous dire on va arrêter les occupations. Du fait que c'est chronophage, il faut absolument retrouver notre autonomie, réinstaller notre matériel et revenir au projet originel, c'est-à-dire donner des formations. Quand on est dans des petites structures, dans des petits locaux, on ne peut pas installer la logistique, on ne peut pas installer le matériel, parce qu'il faut du matériel pour faire des formations. Donc là maintenant, fin 2023 et 2024, c'est une année charnière pour nous, on doit trouver un bâtiment. Alors que ça soit via une acquisition, via un don, via un prêt, on est ouvert à tout. L'essentiel, c'est qu'on puisse installer les projets, montrer aux personnes sans abri que oui, nous sommes sérieux et qu'on ne les balade pas d'un local à un autre. Parce que tout ça aussi, c'est important de le souligner. Donc voilà, Cyril, c'est... Est-ce que tu dirais, parce qu'on s'était déjà eu au téléphone il y a quelques années, est-ce que tu dirais que Job Dignity est soutenu par les pouvoirs publics ou écouté à minima? Parce que je me rappelle déjà qu'il y a quelques années, tu étais en recherche encore de subsides et que... Oui, alors moi je vais être sincère sur cette question-là. Moi je suis encartée nulle part, voilà. Mais je vais être sincère sur cette question-là. Je me dis que j'ai aussi ma part de responsabilité dans la mesure où voilà, les appels à projets n'étaient peut-être pas forcément bien remplis, parce que c'est souvent ce que je reçois comme retour. Votre projet a retenu toute notre attention, mais il manque ceci ou cela. Alors c'est vrai que j'ai fait remplir, j'ai eu des propositions de personnes pour nous aider à... Enfin, des personnes qui sont des professionnels de la question d'appel à projet et de demande des subsides.
Et ça a été la même chose. Enfin, il faut dire qu'il y a aussi beaucoup de demandes. Il y a énormément de demandes. Donc voilà, après, il y a un gâteau, et ce gâteau, il doit être... Voilà. C'est compliqué, c'est très compliqué, c'est en même temps injuste. C'est injuste parce qu'on se dit, mais pourquoi en fait? Donc nous, c'est vrai, nous sommes tous des bénévoles depuis le début. Il n'y a aucun salarié. Mais on avance, je veux dire, il faut trouver des alternatives. L'humain a des ressources. On a des ressources en fait. C'est dur, je ne dis pas que c'est facile, hein, je ne le dis pas comme ça en un revers de... Non, c'est difficile, hein, c'est construit entre de l'espoir, du désespoir, des larmes, c'est compliqué. Mais on se dit, on est toujours là. Et aussi grâce aux journalistes, aux médias, qui ne nous oublient jamais. C'est-à-dire qu'il y a toujours voilà, des médias qui nous contactent comme pour... Ça met le focus sur le projet, ça permet d'en parler, ça permet d'exister, ça permet... Donc voilà, nous, notre objectif, notre agenda actuellement, c'est de trouver un bâtiment, de remettre tout ça en place, tout ça en route et permettre à une centaine de personnes, de femmes sans abri dans un premier temps, de pouvoir se réapproprier les formations et en même temps leur trouver un emploi. Les formations durent 3 mois. C'est des formations courtes, donc voilà, on essaye de compacter, ce sont des formations individuelles, donc chaque personne a son mécénat de compétences. Ce ne sont pas, par exemple, une dizaine de personnes sans abri qui suivent une formation, non, chaque personne a un mécénat de compétences parce que j'avais lancé un appel il y a quelques années et l'appel a rencontré un grand succès. Il y a plein de gens qui m'ont contacté. Ah oui, moi je veux bien donner cours de ceci, je veux bien donner une formation pour telle chose. Moi je suis fleuriste, je veux bien apprendre à une personne de faire des chemins de table. Enfin bon, voilà. Donc ici, c'est pas une usine, hein, c'est vraiment à taille humaine, à hauteur humaine. Mais il faut le remettre en place, il faut le relancer. Donc voilà, ça c'est tout le travail, c'est ce qui nous attend. Donc c'est pour ça que je disais que 2024 est une année charnière. Nous devons trouver ce bâtiment. Donc voilà. Et on va le trouver. Bah ouais, on va le trouver. On va le trouver parce qu'on a beaucoup d'amis, on a beaucoup de partenaire, on a beaucoup de soutien malgré tout, et de soutien psychologique, moral, tout ça. Donc, il n'y a pas de raison. Voilà. Et les politiques, je dis encore une fois, on connaît tous des politiques, bien entendu, mais j'essaye de faire la part des choses. Il y a un appel à projet, je réponds comme tout le monde à un appel à projet. Où je n'essaye pas d'aller demander. C'est un effort que je n'ai pas fait du tout. Donc je ne voudrais pas non plus qu'on dise « Ah oui, c'est bon, on ne les a pas soutenus pour X raisons, parce que ça fait quand même longtemps maintenant, donc c'est vrai que c'est difficile. Qu'est-ce qu'on peut donner comme excuse ou comme motif ?» Parce que c'est vrai que ça interpelle quand même les politiques sont interpellés. Mais c'est pas possible. Donc ici, l'idée, c'est de dire que moi, j'ai ma part de responsabilité, parce que, voilà, bon, alors, est-ce que c'est une raison? Mais pourtant, c'est la raison. Donc, quand je remplis les demandes de subvention, j'ai tout un dossier de demandes de subvention avec des refus. J'ai tout un dossier. Parce que je dis non, mais il faut quand même pouvoir prouver ça. C'est-à-dire qu'il faut quand même pouvoir dire aux gens, non, mais on remplit. Ben ouais, est-ce que tu remplis les dossiers? Oui, on les remplit. Mais voilà, mais je pense aussi qu'il y a beaucoup de demandes, et puis bon, voilà. Mais nous faisons partie aussi de ces structures qui doivent être soutenues, quoi. Je veux dire, on n'est pas... on en a besoin, et c'est pas pour... c'est nécessaire, c'est nécessaire, parce que ça use à la longue. C'est bien le bénévolat, mais pas pendant 16-17 ans, c'est compliqué. Et puis on a aussi des ambitions, on a envie de se développer, il faut des moyens. Donc voilà. Bah c'est un peu ça qui me sidère, pour juste terminer sur le pôle politique, c'est que là, tu parles d'un engouement populaire qui est assez conséquent, de personnes qui t'ont contacté, qui sont nombreuses, et qui proposent des formations sur leur temps libre. Mais j'ai l'impression qu'il y a c'est mon avis, mais peut-être un manque de courage politique de se saisir de cette situation-là aussi, parce que dans les chiffres, il y a quand même 3 fois plus de bâtiments abandonnés que de gens à la rue en Europe. Oui, il y a un manque de courage politique, ça il faut le dire. Il y a un abandon.
moi je le dis, il y a un abandon des pouvoirs publics sur la question du sans-abrisme. C'est criminel. Des personnes sont à la rue. Oui, alors bon, chacun a eu sa trajectoire, peut-être sa part de responsabilité, mais oui, et après c'est une question, et c'est très coûteux. Le sans-abrisme coûte une fortune, je veux dire, à la collectivité. C'est très cher, un sans-abri coûte très cher, dans la mesure où, enfin voilà, il faut faire des recherches. Il y a, à l'époque, c'était l'association, je ne me rappelle plus son nom, enfin, je ne me rappelle plus du nom de l'association, l'Astrada, voilà, qui avait fait du référencement, et moi je m'étais basée sur leurs chiffres, pour faire un espèce d'organigramme, pour essayer de comprendre qui paye quoi, comment ça fonctionne. Le sans-abrisme, c'est un coût quand même important. Et c'est dommage de ne pas pouvoir... Parce que les moyens sont là, en fait. Les moyens sont là. D'utiliser ces moyens-là pour sortir les gens de la rue et les encadrer, les accompagner. Donc oui, le pouvoir public, mais c'est uniquement des pansements à coup de subventions pour soutenir des associations qui font du très bon travail. Hein. Nous, on a énormément de partenaires qui font de belles choses, bien entendu, mais on peut faire mieux. On peut faire mieux vers une sortie définitive du sans-abrisme. D'autres pays l'ont fait, je pense des pays scandinaves. Je ne suis pas sûre. Hein. Parce qu'au niveau technique, niveau chiffres, c'est à prendre au conditionnel. Mais je pense que c'est dans des pays scandinaves, voilà, ou voire aussi avec le Housing First. Ce sont des super projets, mais il faut pouvoir les mettre en place et pas que ça fasse juste l'objet d'une manifestation, d'un rassemblement, d'une réunion annuelle. Non, il faut pouvoir mettre ça en place, parce que quand on regarde la charte de tous ces projets, ce sont des très très belles propositions totalement faisables. C'est pas du tout des propositions farfelues. Mais voilà, alors on se pose mille et une questions. Pourquoi le sans-abrisme pourquoi ça se perpétue? Pourquoi on ne trouve pas de solution? Il y a des solutions, mais il n'y a pas la volonté du pouvoir public de les mettre en place. Ça, moi, je le martèle. Et je me demandais, est-ce que vous avez une idée des chiffres pour Job Dignity de personnes qui ont été réhabilitées ou qui ont pu trouver un emploi par après? Oui, plus d'une centaine. Ça, c'est... Bon, c'est pas énorme, évidemment. C'est pas beaucoup depuis toutes ces années. Mais après, bon, on n'est vraiment pas du tout dans un rapport de... Enfin, c'est bien d'avoir des chiffres, parce que on travaille un peu comme les scientifiques. On a aussi des données... Mais la question du sans-abrisme est une question autrement très très compliquée, qui demande vraiment peut-être un consortium d'experts, mais des gens qui sont issus du sans-abrisme. Parce que les personnes sans abri ne sont pas des petits rigolos, ce sont des personnes qui ont des pensées, qui sont les meilleures personnes, qui savent ce qu'il faut faire. Et ces personnes sont sont quasi absentes du champ des discussions. Donc, tu m'avais posé une question, c'est vrai que je l'ai oublié du coup. Tu as répondu, c'était sur les nombres, sur les chiffres, ça, tu as répondu. Oui, alors oui, voilà, c'est de l'accompagnement quasi au quotidien, il y a beaucoup d'échecs aussi. Il y a beaucoup d'échecs, pourquoi? Parce qu'il y a un manque d'effectifs. Ce sont des questions qu'il faut traiter avec du sérieux. C'est-à-dire il faut des personnes qui soient des personnes outillées, que ça soit leur emploi, et elles doivent être présentes pour pouvoir suivre et encadrer ces personnes et pas les laisser dans la nature. C'est pas tout de trouver un logement et de mettre X ou Y dans ce logement et c'est bon, tout se passe bien. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est très dur d'être en rue et de se retrouver entre quatre murs.
c'est un travail inimaginable à faire sur soi. Donc voilà, il faut se réinventer, il faut peut-être penser aussi, nous avec le mouvement MeToo Homeless, on essaye de créer aussi un think tank pour voir, de penser le sans-abrisme de demain, comment, parce qu'on a quand même, il faut se le dire, hein, c'est échec sur échec, hein, voilà, on ne doit pas... Tu trouves pas que ça s'améliore depuis 2007? Il y a des projets qui sont mis en place qui sont excellents. Mais j'ai l'impression qu'on est beaucoup dans des projets aussi, mis à part quelques associations qui font un super boulot. C'est vrai, ils font un super boulot, il y en a pas mal. Il y en a pas mal. Mais je ne veux pas dire que on n'apporte pas de solution. C'est une question qui est négligée. Et je pense que nous devons nous mettre ensemble, comme j'ai dit, espèce de création d'un consortium, et chacun en fait travaille de son côté. C'est ça le malheur du sans-abrisme, c'est que chacun travaille de son côté. C'est ça le grand malheur du sans-abrisme, c'est que les associations travaillent. Alors de temps en temps on fait du partenariat entre quelques assos pour une action, mais ça ne rapporte pas de solution pour la question du sans-abrisme. Il faut vraiment partir d'une seule voie, ensemble, mais malheureusement, l'humain est ce qu'il est. Voilà, on est souvent dans la revendication de la paternité, de l'idée, du projet, mais non, en fait, mettons-nous ensemble, et chacun pourra amener quelque chose, et essayer de voir comment demain on peut résoudre cette question, peut-être indépendamment même des politiques qui ont peut-être mille et une choses autres à gérer. Peut-être voir la société civile, ce qu'elle peut faire, et elle peut faire beaucoup de choses. C'est pas une société contre une autre, c'est pas les civils contre les politiques, il y a une urgence. Les gens dorment, enfin, ils se font agresser, se font tuer. Enfin, il n'y a pas de mots. Moi, je ne suis pas du tout blasée sur cette question-là, malgré... Je n'arrive pas à comprendre comment une personne sans abri arrive à tenir le coup. Qu'est-ce qu'elle a comme ressource? Cette question-là, je n'ai pas la réponse. Je me demandais justement si parfois, ou si ça arrive assez régulièrement, vous deviez ou puissiez proposer un soutien psychologique pour ces personnes-là qui, à mon avis, ont dû subir des sévices et des traumatismes très violents et une dévalorisation personnelle qui doit être aussi très conséquente. Donc je me demandais s'il y avait un accompagnement à ce niveau-là. Mais on ne fait que ça, Cyril. Okay. On ne fait que ça. Alors on n'est pas formé mais à force. Enfin, les gens, on leur parle comme on se parle ici, tout simplement. Mais bien sûr qu'il y a une grande détresse psychologique. Évidemment. Alors il y a des acteurs sociaux qui font ça très bien, mais on peut retourner la question dans tous les sens. C'est un bien nécessaire d'accompagner les gens psychologiquement, évidemment. Mais on revient toujours au problème de départ. Les personnes veulent avoir un abri, ils veulent avoir un chez eux, c'est ça qu'ils veulent, les personnes. C'est pas venir se faire soigner sa petite blessure et puis retourner dans les intempéries. Enfin, il faut vraiment, ça doit être des solutions structurelles. Et tu penses que ce qui empêche cette union des associations, du coup, c'est une sorte d'ego un peu de... Peut-être, l'homme est ce qu'il est, enfin l'être humain est ce qu'il est. Oui, peut-être. Et puis il faut aussi... la volonté aussi de pouvoir se dire, parce que bon, chaque association, bon, elle a son petit cocon, son agenda, et elle fonctionne très bien d'ailleurs, hein, je n'émets aucune critique parce que le travail est bien trop compliqué, c'est un secteur bien trop compliqué parce qu'on ne fait pas des heures et on rentre à la maison, on rentre avec les problèmes des gens chez soi. Qu'on le veuille ou non, on est touché, c'est une matière humaine malgré tout. Donc, mais voilà, je ne sais pas ce qu'il faut en fait. Je ne sais pas ce qu'il faut. Est-ce que la raison c'est les subsides? Est-ce que la raison c'est
Je ne sais pas, je dis peut-être des bêtises, ou c'est sûrement des bêtises, mais je ne sais pas. Je ne sais pas qu'est-ce qui fait que... Parce que normalement, ça devait être quand même une des choses à mettre en place, qui est un consortium d'assaut, et de discuter peut-être avec des gens qui connaissent fondamentalement la question du sans-abrisme pour l'avoir vécu. Donc ce sont ces personnes-là qui savent, qui doivent écrire les lignes, avec l'encadrement de professionnels, bien sûr. Il ne faut pas les écarter, évidemment. Mais on garde espoir parce qu'il y a quand même de très belles choses qui se font. Moi, j'ai rencontré, en tous les cas, depuis 2007, j'ai rencontré jusqu'à ce jour des personnes qui font du travail remarquable. Alors oui, c'est leur travail, mais bon, quand bien même, ils le font de manière remarquable, avec beaucoup d'humanité, avec... je suis toujours très interpellée de me dire waouh, parce que c'est des personnes qui pourraient être dans d'autres secteurs, peut-être des secteurs non marchands, des secteurs plutôt marchands, et je me dis waouh, mais ils sont quand même là. Moi je le vois aussi avec les bénévoles, ils sont là, ils lâchent pas, alors que quand il fait, je sais pas, 35 degrés, 40 degrés, ils peuvent aller s'amuser. Non, ils viennent, ils donnent de leur temps. C'est extraordinaire. Moi, je vais dire, je suis témoin de toutes les associations qui existent sur Bruxelles et en dehors de Bruxelles. Et nos amis flamands, franchement, ce sont des associations extraordinaires qui nous ont jamais refusé quoi que ce soit si nous avions besoin, que ça soit d'imprimer des documents, que ça soit participer, greffer nos actions sur leurs événements. On n'a jamais essuyé de refus. Donc on est infiniment reconnaissant avec toutes les associations, et il y en a beaucoup. Ah oui, il y en a beaucoup, beaucoup. Ici j'ai quand même un petit papier. C'était pas prévu. C'est encore mieux. C'était pas prévu, mais ici je suis passée à l'imprimerie. Ah oui. Et donc voilà, regarde, tu vois toi-même, je vais te le donner. Et donc voilà, c'est... On va montrer ça à la caméra. Je sais pas si on peut le voir. On fera un zoom. Waouh. Il y a de belles associations. Ah ouais, il y a de quoi faire. Voilà, donc ça, ce sont des assos. C'est dingue, il y a beaucoup de théâtre. Oui, beaucoup de théâtre, parce que c'est des... En fait, nous, avec le mouvement Me Too Homeless, on organise donc une tournée à travers tous les événements donc qui se déroulent à Bruxelles. Alors forcément, qui dit événements, conférences, salles de théâtre... C'est là que vous faites les TEDx? Oui. Ok, chouette. Oui, tout à fait. Et ça, on peut trouver les dates où, par exemple? Alors l'agenda, pour l'instant, il est en stand-by parce qu'on est occupé avec le Me Too Homeless. Le Me Too Homeless qui est un mouvement donc, de sensibilisation justement à la souffrance invisibilisée des femmes sans abri. À travers ce mouvement, nous allons faire signer donc, une pétition aux personnes pour rejoindre le think tank, pour pouvoir d'une voix faire un appel donc en 2024 pour avoir donc des bâtiments, un gros bâtiment, pour pouvoir héberger. Pas petit, un gros, parce qu'il y a 5 pôles, il y a Job Dignity, Food Dignity et Home Dignity, Homeless TEDx qui est quand même une salle de conférence, et donc Hobophobia, donc l'espace d'exposition. Donc ici on a quand même les Beaux-Arts, Passaporta, la Bourse, Belgian Beer World, l'IEX, Continental, le Grand Hospice, Bronx, Théâtre National de Marktène, Recyclar, l'Ancienne Belgique, Tour et Taxi, Circularium qui nous ont aussi soutenus, le Beursschouwingburg, les Brigittines, Brasse, le Palace, il y en a beaucoup, je remets quand même comme ça. Parfait. Je sais pas si on le voit. Ouais, je pense. Je vais vérifier, mais je crois. Ouais, top. Et voilà. Moi, j'avais juste peut-être une question un peu plus personnelle, parce qu'on a parlé du coup psychologique pour les bénéficiaires, mais on n'a pas parlé de l'impact psychologique pour les bénévoles. Ah oui. J'imagine que ça doit être dur pour vous aussi au quotidien. Oui, bien sûr, on n'est pas blasé de la souffrance des personnes. Je veux dire, c'est pas des numéros. Quand une personne arrive ou qu'elle est envoyée par d'autres personnes,
elle arrive avec son histoire, avec ses souffrances, avec sa douleur, avec sa demande. Donc chaque personne chaque cas est un cas. Donc bien sûr, alors il faut essayer aussi de se protéger et d'essayer de ne pas non plus. Mais des fois c'est difficile. Ah oui, des fois c'est très difficile, tant la douleur de certaines personnes, la vie, enfin, ils n'ont pas été gâtés par la vie et on se dit, voilà, c'est compliqué, mais on essaie quand même de rester positif et de pouvoir trouver des solutions avec différents partenaires, toutes les associations. S'il manque, n'est-ce pas, un emplacement pour un hébergement d'urgence, on sait qu'on peut contacter un travailleur social. Tiens, tu n'aurais pas une petite place pour une personne ou... Voilà, on essaye Okay. Et ça fonctionne. Okay. Et ça fonctionne. Tant mieux. Oui, ça fonctionne, oui. Mais nous, on n'est pas blasés. Hein. Une souffrance est une souffrance et on ne s'y habitue pas. On ne s'y habitue pas. C'est tant mieux. Oui, bien sûr, mais on ne s'y habitue pas. Je veux dire, la souffrance d'une personne, quand elle vous sollicite, elle engage un espoir. Et des fois, on se dit, mais... Ou alors ils viennent pour des formations. Il y en a plein qui veulent venir pour faire des formations. Mais on n'a pas les logiciels, on n'a pas le matériel, il a été saisi par les huissiers. Donc nous, on doit recommencer. Pour recommencer, il faut un bâtiment. Donc c'est le serpent qui se mord la queue, en fait. Donc on a besoin de locaux pour réinstaller l'incubateur. Okay. C'est d'ailleurs dans les médias, c'est très bien expliqué. L'agence Belga, que je remercie, avait fait une dépêche par rapport au passage des huissiers de justice. Et après, des politiques aussi ont discuté aussi de cette question, interpellé les ministres en charge pour octroyer les subventions. Enfin, tout ça est disponible sur Internet. On a eu des mains tendues, on a eu beaucoup de mains tendues. Moi, c'est ça que je garde ça en tête. Oui, on a eu beaucoup de mains. Parce que si on n'a pas des mains tendues, la main tendue n'est pas que financière. Hein. Bon, dans notre cas, c'est pas le cas, mais les mains tendues, c'est est-ce qu'on peut greffer notre événement sur le vôtre? Est-ce qu'on peut ramener une table et des petits flyers et un banner? Est-ce que ça vous dérange pas Eh bien, ça, c'est une aide qui est autrement encore plus forte, je dirais, que des subventions. Parce que c'est hyper important, on peut sensibiliser les gens directement de visu. Bien sûr. Et ça, c'est important. Justement, pour les personnes qui vont nous regarder, si jamais il ou elle a envie de s'engager dans Job Dignity ou dans Food Dignity ou dans tous les autres pôles que vous avez cités, comment il ou elle pourrait faire? Alors ça, je dois quand même dire quelque chose, c'est un truc assez marrant. Moi, quasi tous les bénévoles, je ne dis pas qu'il faille faire ça, hein, mais quasi tous les bénévoles, donc il y en a 367 en tout. Okay. Il y a 367 bénévoles sur tout cet espace, aussi dans une base de données, donc il y a un roulement. Ont tous été donateurs, c'est-à-dire... Je fais un appel donc pour avoir du lait, ou ici, comme tu peux constater, du shampoing, des produits d'hygiène. Et c'est comme ça, en fait, qu'ils sont devenus bénévoles. Okay. Alors, évidemment, les personnes qui souhaitent venir nous aider à préparer, par exemple, pour Food Dignity, qui est la banque alimentaire, pour venir nous filer un coup de main pour faire des colis. Là, maintenant, les fêtes de fin d'année approchent, donc on va devoir... comme chaque année, préparer des petits cadeaux pour les personnes moins favorisées. Et donc là, on a besoin, bien sûr, d'effectifs, on a besoin de bras. Il suffit juste de nous envoyer un mail à Job Dignity. Donc, on mettra l'adresse. Oui, bien sûr. Donc voilà, le bénévole. Ça, c'est pour le côté Food Dignity, donc banque alimentaire. En revanche, pour le côté plutôt... administrative, bureau, création de visuels, de correction de texte, bien qu'aujourd'hui il y a ChatGPT, et j'en suis heureuse parce que
je dois plus embêter les gens. Alors, tu pourrais pas corriger le texte au niveau de la formulation. Est-ce que c'est bien mis? Est-ce qu'il est fluide? Donc là, parce qu'il y a eu beaucoup de personnes, évidemment, depuis le début. Vraiment, je les remercie qui nous ont aidés à manier ces textes. Ce sont des petits textes, mais il faut les faire, il faut pouvoir les faire. Et donc, comme c'est pas trop mon truc, donc du coup, grâce à cette IA, c'est bien, ça corrige et ça reformule. Mais en tous les cas, on a toujours besoin d'humains, il faut rester dans la proximité. Donc les personnes qui veulent, par exemple, qui ont une spécialité ou une spécificité et qui pensent que ça peut apporter... On travaille plutôt en open source. Donc s'ils pensent qu'ils ont un truc à apporter au projet, nous on est en open source, mais vraiment. Donc ils nous contactent, on se rencontre, on prend un café, et voilà, il y a une certaine liberté de fonctionner. Si une personne nous dit, voilà, moi je pense que peut-être que pour MeToo Homeless, il faudrait peut-être aller plus dans ce sens-là. Oui, nous on est ouverts. Il n'y a personne qui a la science infuse. Donc d'ailleurs le projet a été construit comme ça, avec des petits morceaux, mais bien sûr. Évidemment. C'est ça qui est magnifique dans ce projet aussi, c'est que c'est un projet qui appartient à tout le monde, à tous ceux qui y ont participé, de près ou de loin. Ok. Je ne sais pas si vous voulez qu'on parle de Food Dignity. Oui, bien sûr. Donc Food Dignity, Food Dignity, c'est vraiment la banque alimentaire où il y a le plus de bénévoles. Okay. Là, ils sont environ, je dirais 350. Okay. Les 17 autres, parce que je t'ai dit 367, c'est plutôt tracter les flyers, participer aux manifestations. Okay. Mais sinon, on a plus de 300 bénévoles pour la banque alimentaire. Oui. Parce que quand on organise, peut-être que tu prendras quelques images des distributions. Ce sont quand même de très grosses distributions. Alors pourquoi ce sont des grosses distributions? C'est au fil des années, les gens se sont rajoutés, et puis c'est important de le dire, on ne récupère pas de nourriture, on récupère rien. Toutes les denrées que nous collectons sont des denrées qui sont souvent achetées uniquement par des prolétaires. Donc ce sont des gens, c'est à la base des amis, les amis de mes amis, et ainsi de suite. La base de données s'est agrandie. Tout est acheté parce qu'on ne distribue pas de produits, ou encore moins de nourriture où la date est déjà passée d'une semaine, ou même d'un jour. Ça participe aussi du respect de la personne, que de lui donner... moi, je peux le manger s'il a une semaine, je ne vais pas en mourir. Si c'est le seul truc qui reste dans mon frigo, je le mange. Mais ici, on ne le distribue pas aux personnes. Donc, les sources de tous ces produits, ce sont des produits achetés en magasin, avec ticket de caisse. Donc nous ne récupérons pas de nourriture, parce que souvent, c'est un peu normal, la date est passée, le temps d'organiser, de coordonner une distribution, il y a encore 2-3 jours qui sont passés, donc ce n'est pas possible. Ici, nos denrées, c'est uniquement les amis des amis, des personnes sur les réseaux sociaux qui vont au magasin et qui nous achètent ce dont nous avons besoin. Donc voilà, ça c'est par rapport à la question de Food Dignity. Et parmi toutes ces belles personnes, il y en a quelques-unes, et notamment il y a Charlie qui est absent aujourd'hui, qui gère aussi la banque alimentaire. Et il y a Exception qui est avec nous, qui est c'est un pilier. J'ai pas de mots assez forts pour définir Exception, tant qu'elle est exceptionnelle, bien sûr. Mais Exception est une personne, sur le plan humain, elle est exceptionnelle, Exception. J'ai pas de mots. C'est une personne qui est tout le temps présente, qui est un amour. Ouais, c'est un amour, Exception. Elle est là depuis le début, elle a connu les temps forts, elle a connu les grandes lignes du projet. On a ri ensemble, on a pleuré ensemble, on a eu des déceptions, on a eu des joies, on a eu des... Donc c'est une amie, c'est une sœur, et c'est une bénévole
au départ, une donatrice d'abord, une bénévole ensuite. Et donc je la remercie infiniment. J'ai pas de mots assez forts pour lui témoigner toute ma fraternité. Merci, Exception. Merci pour ces compliments. Et ben, moi aussi, je veux te complimenter. Bien sûr, je remercie d'avoir fait cette merveilleuse rencontre. J'ai pas de mots. C'est chouette, maintenant je vais pleurer. Non, c'est pas lourd. Exception s'occupe de gérer la banque alimentaire. Pas que, elle s'occupe de faire les inventaires. Et c'est un immense travail parce que quand vous avez distribué plus d'1 million de colis alimentaires depuis le Covid à maintenant, donc c'est au-delà d'1 million. C'est bien sûr au-delà d'1 million. On était à 700 000 au tri-postal. Et donc ici, ben oui, oui, c'est bien sûr, bien sûr. Dans les petites mains d'Exception sont passées plus d'1 million, je vais le dire, parce qu'il faut que j'aille faire un calcul, parce qu'on a des chiffres de distribution, plus d'1,5 million de colis alimentaires qu'elle a vus. Donc c'est pas rien. Oui, c'est vraiment une très belle expérience depuis des années. Je fais ça de bon cœur, c'est spontané, c'est pas calculé. Et je sais aussi que la grosse majorité des bénévoles sont comme moi. Bien sûr. Il faut les remercier tout à chacun leur nom. On leur remercierait jamais assez parce que s'ils n'étaient pas là, ça. Il n'y aurait pas de Food Dignity. Oui, non, ça ne serait pas possible. Oui. Et à quelle fréquence vous donnez ces... Moi, comme je suis assez libre, donc je suis assez disponible. On va dire, j'ai beaucoup plus de disponibilité que par rapport à certains bénévoles, mais qui eux aussi sont là quand il faut, même s'ils ne sont pas disponibles, ils font en sorte d'être là, quoi. Il faut vraiment... il y a d'autres, juste pour répondre, répondre à ta question, oui. Cyril, par rapport à la fréquence, il y a beaucoup de personnes qui viennent ici directement, et ça c'est Charlie, ou Exception quand elle est ici, puisse donner du lait, du café, des pampers. Bien sûr. Donc ça c'est en libre service. Et puis il y a les distributions conventionnelles, c'est-à-dire les gens viennent, et là il y a les bénévoles, et on organise des grosses distributions. Il y a 1000 personnes, des femmes, uniquement des femmes. Ce sont des mamans. Oui, quand je dis uniquement des femmes, c'est parce qu'on est ici au Grand Hospice, et pour éviter d'avoir un public, des fois il y a un public difficile, pour maintenir aussi le respect au niveau des résidents du Grand Hospice, ce ne sont que des mamans qui viennent récupérer. Parce qu'en fait, anciennement, juste avant, on était au tri-postal. Bon, c'était un peu plus compliqué au niveau de la gestion au tri-postal parce qu'on est à la gare du Midi et que le centre, c'est toujours un peu plus compliqué. Mais ici, ce sont des mamans ou des femmes seules qui viennent donc récupérer des colis. Exactement. 1000 mères qui sont soit à la rue, soit en situation de tout à fait. Tout à fait. Oui, c'est énorme, c'est énorme. C'est énorme. Oui. Et elles sont toutes référencées. Comme nous déménageons régulièrement, on est en mode occupation, donc il faut qu'elles sachent où nous nous trouvons. Il suffit qu'elles aillent juste sur la story de WhatsApp, sur ma story WhatsApp, pour savoir quelle est notre nouvelle adresse. Donc c'est comme ça qu'on est en contact en fait. Et c'est comme ça qu'on sait qu'il y a environ 3000 personnes même. Oui. À la rue en tant que... non, c'est vraiment des personnes sans abri, des personnes sans papier, des personnes en très grande précarité. Il y a ce sont des personnes précaires de toute façon. Qui sont en difficulté par rapport à leur situation. Les loyers sont chers, donc du coup toutes ces personnes aussi viennent. Il y a l'inflation, bien sûr. Oui, dû à ça. Voilà quoi. Mais voilà, on fait comme on peut et on se soutient, on s'entraide. Par rapport à tout à l'heure, tu parlais un peu de la souffrance. Comment on fait? Donc pour moi,
personnellement, c'est vrai que j'essaie de ne pas montrer, quand ces personnes viennent vers moi, me parlent, discutent, je me montre assez forte, mais c'est vrai qu'après, on pleure, on se cache, pas pour craquer devant ces personnes. Et voilà, quoi, on pleure, ça passe, mais on reprend et on se dit non, on ne va pas baisser les bras pour ces personnes-là. Et toi, ça ne te pèse pas trop dessus au quotidien, parce que tu es là depuis le début avec Awatif? Oui, oui, bien sûr, on pleure quelques jours, après ça passe, et on reprend le dessus, on dit on doit être forte pour elles, quoi. Okay. Pour toutes ces personnes, pour toutes leurs histoires, tout à chacun. C'est pas évident. Donc, et au moment des distributions aussi, je sens que je craque. Donc, je dis à nos bénévoles de venir, de se mettre en avant. Ah oui. On s'échange. Oui, oui. C'est ça dans le truc. Mon petit truc à moi. Voilà. Mais l'exception, bon, elle voilà. Ne le dit pas vraiment. Voilà, elle est humble. Il y a quand même la banque alimentaire. Je dis exception et Charlie aussi parce qu'il n'est pas là. Et il ne faut pas l'oublier. Ce sont les personnes qui gèrent la banque alimentaire, qui sont là tout le temps, toute l'année, depuis des années. Donc si tu veux, moi je m'occupe de chercher les denrées, les produits, Charlie s'occupe de les réceptionner, et exception de gérer. Donc, toutes ces choses, il y en a énormément. Ça fait des tonnes et des tonnes de marchandises. C'est énorme. Oui, bien sûr, évidemment. Donc, ça fait beaucoup de choses. Et donc, voilà. Et c'est ce que... Et puis, il faut des personnes compétentes, il faut des personnes de confiance. Et donc, voilà, Exception et Charlie sont ces personnes-là. Et moi, j'avais une question par rapport... Je ne sais pas où on en est là maintenant, mais j'avais vu qu'ils voulaient criminaliser les femmes malades. La mendicité ? La mendicité avec des enfants. Ah oui. Je ne sais pas si c'est passé ou pas, je ne sais pas si vous avez des... J'ai entendu, je ne sais pas, il y a eu un décret ou... C'était un projet, mais je ne sais pas si c'est passé. D'accord. Il faut aller à l'essentiel, plutôt que de faire du périphérique. Quand les gens n'ont rien, ils vont mendier en fait, de criminaliser. Alors avec les enfants, oui, mais alors que fait la société, les politiques, ils font quoi pour ces enfants c'est la question, elle est là en fait. C'est pas criminaliser, non, c'est ridicule. Moi je trouve que c'est ridicule. De criminaliser, c'est un crime. Oui, bien sûr, les enfants, c'est criminel, mais le problème à la source, c'est là qu'il faut essayer de localiser, d'identifier d'où ça vient, pourquoi des enfants. Bien sûr que ça crève le cœur de voir des enfants, mais criminaliser, non. Non, on n'est pas pour. On ne signera pas. Moi non plus, je confirme. Tu n'auras pas ma voix. D'ailleurs, je ne vais pas voter de toute façon d'office. Il faut des solutions pérennes, des solutions structurelles. Voilà. Un enfant n'a pas à être dehors en train de mendier, bien sûr. Enfin, bien sûr, évidemment. Mais il faut des solutions. Je ne sais pas si vous avez une dernière chose à rajouter ou quelque chose. Moi, je te remercie toi, Cyril, ton équipe. Merci pour tout. Ça fait plaisir. Ça participe justement c'est une aide. De la longévité du projet. Ça nous permet de nous maintenir à flot. Je remercie toutes les personnes qui vont visionner donc cette capsule. Et n'hésitez pas à venir nous rencontrer, n'hésitez pas à ramener vos idées. Vous avez des idées, amenez-les. Nous, on bosse en open source. On n'a pas la science infuse, c'est en pratiquant ensemble les choses qu'on bouge des lignes. Mais on ne lâchera pas. Donc ça, c'est un message clair. On ne lâchera pas. C'est un message qu'on s'envoie à nous-mêmes, en fait. On ne l'envoie pas au reste du monde. On se le dit pour nous encourager. Donc, on ne lâchera pas et notre peuple vaincra. Voilà. Donc voilà, on aura un bâtiment. On cherche encore ce bâtiment. Là, c'est encore à l'étape du rêve.
rêve, mais un rêve peut devenir réalité et on compte bien le réaliser. Pour l'instant, notre agenda, c'est le MeToo Homeless. Nous sommes en tournée dans environ 60 associations partenaires qui nous ont permis de greffer nos événements sur leurs propres projets, leurs propres événements. Ça nous permet d'aller à la rencontre du public, d'un autre public qui ne connaît peut-être pas forcément ni Job Dignity, ni la problématique liée aux femmes sans abri. Et la meilleure façon, c'est de nous déplacer et d'aller vers ce public dans différents endroits de la capitale. Et voilà. Et je pense que j'ai dit plein de trucs, donc que j'ai oublié de dire plein de choses. Mais tant pis, c'est comme ça. Ça n'a pas été préparé, c'est à l'arrache. Je ne suis pas du tout professionnelle du milieu, enfin de l'organisation associative. Je pars de très très loin. Grâce à toutes ces personnes que j'ai rencontrées sur mon chemin, ce projet leur est dédié. Ce projet, c'est eux. Et on est encore là, et on le regrette d'être là, attention, hein, c'est pas une gloriole, hein. On regrette que ce projet doit être mis en place. On aurait préféré que ça n'existe pas. Bien sûr, dans le meilleur des mondes, on n'est pas content d'avoir une banque alimentaire et d'avoir un incubateur, et évidemment. Mais il faut le faire. Ce projet a sa place dans notre société. Il y a une demande. On a de beaux partenaires qui demain seront présents pour nous aider à avoir des subventions, pour avoir des personnes expérimentées aussi, et de pouvoir développer ce projet. Le projet il est déjà développé, mais le mettre en place comme il l'était il y a quelques années, mais suite à la fermeture avec les huissiers de justice du bâtiment, donc on a tout perdu, il faut tout recommencer, mais on recommencera, ça c'est sûr, on ne lâchera pas. Merci pour ça. Merci à toi Cyril. Merci à toi. Merci. Alors ici c'est un projet également, donc on remercie bien sûr le Grand Hospice qui nous a permis d'avoir cet espace, cette annexe. Ça s'appelle Petite Pause en fait. Les personnes sans abri ont le code du cadenas et en journée peuvent venir faire une petite pause. Il y a une petite kitchenette et il y a de quoi se restaurer, faire un peu de soins. Il y a des bouquins, canapé, téléviseur. Donc voilà, bon là maintenant il y a le cadenas. Mais donc ça s'appelle Petite Pause. Donc c'est un espace de repos de jour. Voilà. Voilà. Donc en fait, on a tagué pour éviter que d'autres personnes viennent taguer. Ouais. On peut voilà, tu as les infos. Ici, regarde. Là, tu as tous les sacs. Regarde. Ici, tu as 4500 sacs. Voilà, enfin, c'est tous des jours différents. Tu demandais la cadence. C'est en fonction des arrivages. Ok. Parce qu'il faut quand même un certain temps aussi pour collecter les denrées, organiser les colis. Il y a un travail invisible qui n'est pas pris en compte, mais c'est en fait en fonction de tout ce que nous collectons, préparons, qu'on contacte les gens pour venir récupérer leurs produits. Et ça, donc, ce sont les différentes formations que tu vois là au mur. C'est une BD carrément. Oui, il y a une BD aussi. Waouh. Il y a une BD, enfin il y a... C'est incroyable les formations que vous proposez. proposez. Oui, il y a des belles formations, très très belles formations. Il y a même des formations pas grave à faire aussi. Ah ouais, exact. Oui. Sérigraphie, ça j'aime bien. Oui, on fait de la sérigraphie. J'ai oublié le nom, mais notre partenaire, adorable partenaire, nous avons organisé la sérigraphie avec les tote bags. Voilà, ici tu as 5 formations, About Us, la Job Dignity,